Ok. Le 22 septembre 2024, en début de match contre Arsenal, Rodri a tenté d'esquiver Thomas Partey sur un ballon arrêté et son genou droit a cédé sous lui, sans même qu'on ne le touche. Il s'est effondré sur la pelouse de l'Etihad, s'est relevé en boitant, a essayé de continuer, puis s'est écroulé une seconde fois quelques minutes plus tard. 5 jours après, les chirurgiens lui opéraient à la fois les ligaments croisés et le ménisque, et Guardiola annonçait que sa saison était terminée avant même d'avoir commencé. Mais voilà le plus fou dans toute cette histoire. 5 semaines plus tard, toujours incapable de marcher sans béquille, Rodri recevait un appel lui annonçant qu'il venait d'être élu meilleur joueur du monde. Le sommet absolu du football et le pire cauchemar physique d'une carrière, entassés dans le même mois. À ce moment précis, Rodri n'était plus seulement bon, il était devenu, selon la plupart des observateurs, injouable. Guardiola l'avait décrit quelques semaines plus tôt à peine comme irremplaçable, non pas parce qu'il marquait ou qu'il driblait, mais parce que Manchester City n'avait tout simplement plus perdu un seul match de championnat depuis 48 rencontres consécutives où il figurait dans le 11 de départ. C'était devenu une statistique presque comique tant elle semblait irréelle, un peu comme si l'équipe entière portait un gilet pare-balles tant qu'il était sur le terrain. Mais pour comprendre comment ce garçon posé, sans un seul tatouage et sans compte de réseaux sociaux, en était arrivé à devenir le point d'ancrage silencieux de 2 dynasties différentes, il faut d'abord remonter à l'époque où personne ne voulait de lui. Formé à l'Atlético Madrid dès l'âge de 11 ans, Rodri a été jugé trop frêle physiquement par le club et libéré en 2013, sans le moindre au revoir officiel. Villarreal l'a récupéré presque par défaut, et pendant qu'il grimpait doucement les échelons de leur équipe réserve, il s'est inscrit à l'université Jaume I de Castellón pour étudier l'administration des affaires, vivant dans une résidence étudiante ordinaire, alors même qu'il commençait à s'entraîner avec les professionnels. Il a fait ses débuts en équipe première un 17 décembre 2015, en Coupe du Roi contre Huesca, sans que personne dans le stade ne s'attende à grand-chose de particulier ce soir-là. Pourtant, à peine 2 saisons plus tard, il était devenu le meilleur récupérateur de tout le championnat espagnol, avec une moyenne de 8,6 ballons repris par match, un chiffre que même les plus grands sentinelles de la Liga peinaient à atteindre. C'est précisément ce qui a convaincu l'Atlético Madrid de venir le rechercher en 2018, cette fois pour de bon, en lui offrant le numéro 14, celui que Simeone portait lui-même quand il était joueur, et que Gabi venait de libérer. Une seule saison là-bas a suffi. Pep Guardiola, qui cherchait depuis des années un joueur capable d'occuper exactement le rôle que tenait Busquets à Barcelone, a fait venir Rodri à Manchester City pour 70 millions d'euros, un montant record pour le club à l'époque. Et personne à ce moment-là n'imaginait que ce transfert deviendrait l'un des plus décisifs de la décennie. Sauf que ses débuts n'ont eu strictement rien d'un conte de fées. Sa première saison en Angleterre a mis en évidence à quel point le rythme heurté et transitionnel de la Premier League n'avait rien à voir avec la cadence posée de la Liga, et Rodri se retrouvait régulièrement pris de vitesse dans le dos de la ligne haute imposée par Guardiola. Manchester City a fini par perdre le titre cette année-là au profit d'un Liverpool historique, et le doute s'est même installé en interne sur sa capacité à un jour remplacer véritablement Fernandinho. La preuve la plus flagrante de cette méfiance est arrivée en mai 2021, lors de la toute première finale de Ligue des Champions de l'histoire du club, face à Chelsea à Porto. Guardiola a purement et simplement laissé Rodri et Fernandinho sur le banc, préférant repositionner Gundogan en sentinelle improvisée, un pari totalement inédit sur les 60 matchs de la saison. Chelsea a ouvert le score par Kai Havertz et ne l'a plus jamais lâché, City s'inclinant 1-0 dans ce qui reste considéré comme l'une des plus grandes erreurs tactiques de la carrière de Guardiola. La légende allemande Lothar Matthäus est même allé jusqu'à écrire que l'entraîneur catalan avait tout simplement volé la Ligue des Champions à son propre club ce soir-là. Des années plus tard, en pleine tempête après une nouvelle sortie ratée contre le Real Madrid, Guardiola a fini par reconnaître publiquement qu'il avait joué cette finale sans la moindre sentinelle défensive, ni Fernandinho, ni Rodri, avouant lui-même que ce choix l'avait complètement détruit sur le moment. Quoi qu'il en soit, cette désillusion a fini par forger exactement le joueur que Guardiola cherchait depuis le début. Ce qui a suivi a été presque méthodique dans sa domination. Rodri a remporté 4 titres de champion d'Angleterre consécutifs entre 2021 et 2024, mais c'est la finale de Ligue des Champions 2023 contre l'Inter Milan qui a définitivement scellé son statut. À la 68e minute, sur un ballon repoussé par la défense italienne jusqu'à ses pieds à l'entrée de la surface, il a ajusté une frappe précise dans un angle où le gardien Onana ne pouvait rien faire, offrant à Manchester City son tout premier sacre européen et complétant du même coup le triplé historique du club. Il a été élu homme du match ce soir-là, comme si tout ce qu'il avait construit patiemment depuis Villarreal venait soudainement de trouver sa conclusion logique. Un an plus tard,
il enchaînait avec l'Euro 2024, où il a été désigné meilleur joueur du tournoi, en menant l'Espagne au titre continental sans même avoir besoin de briller individuellement, simplement en rendant tout le monde autour de lui meilleur. Et c'est exactement à ce moment de plénitude totale que son genou a cédé contre Arsenal. Alors pendant que Rodri se remettait à peine de son opération, l'histoire du Ballon d'Or a viré au chaos. Tout le monde, en Espagne, en Angleterre et même en Italie, s'attendait à voir Vinicius Junior soulever le trophée après sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Au point que des festivités avaient déjà été préparées en Espagne et qu'une délégation entière du club avait été réservée pour Paris. Mais quelques heures avant la cérémonie, la nouvelle a fuité que c'était en réalité Rodri qui allait l'emporter et le Real Madrid a purement et simplement boycotté l'événement. Ni Vinicius, ni Bellingham, ni Carvajal, ni même Mbappé qui venait pourtant tout juste de signer au club, ni Ancelotti, ni le président Florentino Pérez n'ont fait le déplacement jusqu'au théâtre du Châtelet. Rodri a reçu son trophée sous les sifflets d'une partie de la salle et des chants de soutien pour Vinicius, devenant seulement le deuxième Espagnol de l'histoire à recevoir cette distinction après Luis Suárez Miramontes en 1960, dans une ambiance qui ressemblait davantage à un enterrement qu'à un sacre. Quand on lui a demandé s'il avait été blessé par cette absence, Rodri a répondu avec un calme presque déconcertant que c'était sa soirée, à partager avec sa famille, et que les gens qui avaient choisi de ne pas venir n'entraient tout simplement pas dans l'équation. D'ailleurs, ce soir-là tombait précisément le 8e anniversaire de sa relation avec Laura Iglesias, sa compagne depuis ses années à Castellón, aujourd'hui médecin en formation pour devenir chirurgienne, une femme qui ne possède aucun compte public et qu'il a décrite dans son discours comme la personne la plus importante de sa vie, celle sans qui ce chemin n'aurait jamais pu exister de la même façon. Laura ne va d'ailleurs presque jamais au stade, trop occupée par ses gardes à l'hôpital, mais elle a pris l'habitude de se filmer chez elle, en train de réagir à chacun de ses buts, et Rodri a révélé que regarder ses petites vidéos dans le vestiaire après les matchs était devenu l'un de ses rituels préférés. Quoi qu'il en soit, pendant que Rodri encaissait tout cela allongé chez lui, à peine capable de marcher, Manchester City s'effondrait en direct. L'équipe qui restait invaincue depuis 48 matchs de championnat avec lui, dans le 11, a fini par perdre son titre au profit de Liverpool, avant de terminer la saison suivante à la 3e place, sans le moindre trophée, du jamais vu sous l'ère Guardiola. Rien que sur les 21 matchs de championnat qu'il avait manqué depuis son arrivée en 2019, City en avait déjà perdu 7, soit un tiers, un ratio catastrophique pour une équipe qui, avec lui sur le terrain, ne perdait quasiment jamais. En mai 2025, après 8 mois d'absence complète, Rodri a fait un retour timide de 7 minutes contre Bournemouth, avant d'enchaîner avec la Coupe du Monde des clubs en juin, où il s'est de nouveau blessé lors de la défaite 4-3 contre Al Hilal en 8e de finale. Guardiola espérait le voir totalement rétabli pour septembre, mais dès le 5 octobre, contre Brentford, Rodri quittait à nouveau la pelouse après seulement 22 minutes de jeu, cette fois touché aux ischio-jambiers, en larmes sur le banc de touche. Pire encore, l'entraîneur a fini par admettre publiquement que son joueur était revenu trop tôt de sa blessure au genou et qu'un corps humain a besoin de temps pour réapprendre à faire confiance à lui-même. Lors d'une victoire folle 5-4 contre Fulham, où City avait pourtant mené 5-1 avant de vaciller, Guardiola a expliqué que la simple présence de Rodri sur le terrain, même sans qu'il touche le ballon, suffisait à rassurer les 10 autres joueurs autour de lui, et que c'était précisément ce genre d'influence invisible qu'aucune statistique ne pouvait mesurer. Malgré tout cela, la saison 2025-2026 s'est terminée sans titre pour Manchester City, Arsenal remportant son premier championnat en 22 ans avec 4 points d'avance, et Guardiola, après 10 années passées à la tête du club, a annoncé son départ à la fin de cette même saison. Enzo Maresca, son ancien adjoint devenu entraîneur de Chelsea, a été nommé pour lui succéder, mettant officiellement fin à l'ère la plus dominante de l'histoire du club. Rodri abordait donc l'été suivant avec un club en pleine reconstruction derrière lui et un corps encore fragilisé par 2 ans d'ennuis physiques en cascade. Et c'est dans ce contexte précis que certains observateurs espagnols ont commencé à se demander tout haut s'il méritait encore sa place de titulaire pour la Coupe du Monde 2026. En fait, cette question a fini par irriter au plus haut point le sélectionneur Luis de la Fuente, qui a défendu Rodri à plusieurs reprises devant les journalistes tout au long de l'été, avant de conclure une fois le trophée en poche que douter de son capitaine relevait tout simplement du non-sens footballistique. Et il faut dire que les faits lui ont donné raison de la manière la plus éclatante possible. L'Espagne n'a concédé qu'un seul but sur l'ensemble du tournoi, disputé aux États-Unis, au Mexique et au Canada, enchaînant 7 clean sheets en 8 matchs, avec Rodri comme métronome absolu au milieu du terrain. Le tournoi avait pourtant commencé de la manière la plus anodine qui soit, par un match nul frustrant contre le Cap-Vert lors de la première journée, avant que l'Espagne n'enchaîne 7 victoires consécutives jusqu'au sommet.
Ses coéquipiers Unai Simon et Pau Cubarsí ont eux aussi été récompensés individuellement, respectivement pour le meilleur gardien et le meilleur jeune joueur du tournoi, complétant un raz-de-marée espagnol du côté des trophées personnels. Il a terminé la compétition avec environ 650 passes réussies au total, un record absolu pour un joueur sur une seule édition de Coupe du Monde, dépassant même les standards établis par Xavi lors du Mondial 2010, avec un taux de réussite avoisinant les 93%. En finale contre l'Argentine à East Rutherford, dans le New Jersey, Rodri a réussi 101 passes sur 105 tentées et remporté 80% de ses duels, verrouillant méthodiquement le milieu de terrain, pendant que l'Espagne s'imposait 1-0 après prolongation pour décrocher son deuxième sacre mondial. Alors, quand est venu le moment de désigner le meilleur joueur du tournoi, c'est encore une fois le nom de Rodri qui est sorti, devant Lionel Messi qui repartait avec le ballon d'argent et Kylian Mbappé avec le ballon de bronze. La décision a immédiatement relancé le débat, puisque Messi terminait la compétition avec 8 buts et 4 passes décisives contre 0 but et 0 passe pour Rodri, ce qui a poussé certains à parler de scandale statistique. Mais les votants ont visiblement préféré récompenser autre chose, la manière dont l'Espagne entière s'organisait littéralement autour de lui, sa lecture du jeu et le fait que cette sélection n'ait quasiment jamais tremblé défensivement du premier au dernier match. Visiblement encore sous le choc en zone mixte, Rodri a confié qu'il n'arrivait pas vraiment à mettre des mots sur ce qu'il ressentait, que les 2 dernières années avaient été extrêmement difficiles et qu'il espérait simplement que les jeunes joueurs retiennent de son parcours qu'on peut toujours se relever après être tombé aussi bas. Pourtant, comme toujours avec lui ces derniers temps, la fête n'a pas duré bien longtemps. À peine 10 jours après avoir soulevé le trophée le plus prestigieux du football mondial, Manchester City confirmait que Rodri venait de subir une opération mineure au dos, une gêne qu'il traînait apparemment depuis un moment, sans que cela ne transparaisse une seule fois pendant tout le mondial. Maresca, fraîchement arrivé sur le banc, a simplement expliqué que son joueur avait avant tout besoin de repos et d'une vraie coupure, ce qui a immédiatement relancé les spéculations sur son avenir, City n'ayant toujours pas réussi à lui faire signer la prolongation de contrat proposée dès le mois d'avril. C'est là que le Real Madrid est réapparu dans l'équation, sentant peut-être l'occasion parfaite de recruter l'ancien pion central de son rival de toujours. D'ailleurs, quelques mois plus tôt à peine, Rodri avait lui-même ouvert la porte à un possible retour en Liga sur une radio espagnole, expliquant que son passé à l'Atlético ne rendait pas un tel scénario impossible et qu'il aimerait bien revenir un jour. Mais alors que tout Madrid s'imaginait déjà l'affaire conclue, Barcelone est entré discrètement dans la course et Rodri a fini par informer lui-même le Real Madrid de sa décision de rejoindre le rival catalan à la place. Les raisons tenaient en plusieurs points précis. Le style de jeu barcelonais lui parlait davantage, il connaissait déjà personnellement une bonne partie du vestiaire grâce à ses coéquipiers en sélection comme Pedri, Gavi, Pau Cubarsí ou Lamine Yamal, et il retrouvait dans la philosophie du club l'héritage direct de Guardiola, l'homme qui avait justement façonné son rôle de sentinelle 7 ans plus tôt à Manchester. Un appel téléphonique personnel de Hansi Flick a fini par emporter le morceau. Le signal le plus révélateur de tout ce basculement est d'ailleurs venu de Maresca en personne, qui a dévoilé dans la foulée son nouveau groupe de leaders, sans même y inclure Rodri, ne retenant que Ruben Dias et Erling Haaland. Une omission qui n'a échappé à personne, tant elle confirmait, presque officiellement, que le club considérait déjà son ancien vice-capitaine comme un joueur sur le départ. Ensuite, tout s'est transformé en interminable bras de fer financier. Barcelone a d'abord tenté sa chance avec une offre autour de 45 millions d'euros, immédiatement repoussée par Manchester City qui réclamait près de 80 millions. Une deuxième proposition, tournant autour de 60 millions, a subi le même sort. Pour financer une troisième tentative, le club catalan a d'abord dû vendre Ferran Torres au Paris Saint-Germain contre 50 millions d'euros et sécuriser en parallèle l'arrivée de Joao Cancelo en tant qu'agent libre, tout en essayant de compenser la blessure de longue durée de Frenkie de Jong qui laissait un vide criant au milieu de terrain. Barcelone s'était même fixé un ultimatum de 48 heures pour boucler le dossier avant le trophée Joan Gamper, tant la confiance était grande en interne, depuis que Rodri avait clairement fait savoir qu'il voulait quitter l'Angleterre coûte que coûte. Cette fois, avec un package total, avoisinant les 76,5 millions d'euros, Manchester City a fini par céder. Il s'agit, selon la presse catalane, de l'un des plus gros engagements financiers consentis par Barcelone depuis l'arrivée de Hansi Flick sur le banc. Ce dimanche, justement, pendant que Fabrizio Romano officialisait l'accord avec Barcelone, Manchester City disputait à Cardiff son tout premier match officiel de l'ère Maresca, face à Arsenal, pour le Community Shield. Rodri n'était bien sûr pas du voyage, toujours en pleine convalescence après son opération au dos et à quelques heures seulement de finaliser son propre transfert.
Calafiori a ouvert le score en seulement 24 secondes, avant que Havertz puis Ødegaard n'enfoncent le clou pour porter la marque à 3-0, la pire entrée en matière possible pour Maresca à la tête du club. Le vide laissé au cœur du jeu n'a même pas pu être comblé par Elliot Anderson, la recrue fraîchement arrivée de Nottingham Forest pour 155 millions de dollars, tant l'équipe paraissait perdue sans son ancien métronome. Rodri, lui, devait rallier Barcelone dans la foulée pour y passer sa visite médicale, avec une présentation déjà envisagée avant le trophée Joan Gamper face à Al Ahly, où l'attendaient Pedri, Gavi, Cubarsí et Lamine Yamal, sous un maillot différent cette fois.